Stephen Smith, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de cette affaire Ben Barka, parue chez Grasset, La fin des secrets, coécrite avec un autre journaliste, Ronen Bergman, journaliste et historien et avocat. Ça fait 60 ans, Stephen Smith, les Français adorent l'histoire. Ils ont tous étudié dans leurs livres de terminale ou de première l'affaire Ben Barka, qui fait quand même quelques lignes. Mais il faut peut-être leur rafraîchir la mémoire. Qui était Ben Barka et qui avait intérêt à sa disparition? Ben Barka était le principal opposant au roi Hassan II. Il était aussi une icône du tiers-mondisme qui était très fort au début des années 60. Et donc, il était exilé pour la deuxième fois. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, il était un peu en perte de vitesse déjà au Maroc, d'où l'exil aussi. Il avait perdu des appuis dans son pays. Donc, il cherchait par le tour extérieur à revenir au Maroc. Et dans cette recherche, il est devenu aussi un agent secret des services tchèques, donc du bloc de l'Est. Et en pleine guerre froide, ça ne pardonnait pas. Nous avons établi, ce qu'on ne savait pas auparavant, que le roi Hassan II décide dès l'automne 64 de son sort, donc de le capturer, voire de le tuer, parce qu'il apprend qu'il est un agent des services secrets tchèques. Et donc, c'est moins l'opposant qui est tué, c'est l'image de notre martyr, que le guerrier de la guerre froide. Alors, effectivement, c'est un personnage avec de multiples facettes. Il faut rappeler qu'il avait donné des cours de maths au roi Hassan II. Il faut rappeler, vous l'avez fait, qu'il était un agent double, d'une certaine façon, qu'on est en pleine guerre froide et que donc Ben Barka a de nombreux ennemis. Hassan II lui a même proposé d'entrer au gouvernement. Oui, et on ne sait pas très bien si c'était une feinte, une ruse, un piège. Le fait est que, bien sûr, Ben Barka reste une victime, mais il est aussi victime de sa complotite. Il a essayé de renverser le roi, donc il avait une idée complotiste de la révolution. C'était pas une révolution populaire ou une alternance démocratique. Et donc, il a essayé de tuer le roi. C'était un jeu dangereux. Il a été tué par le roi. On va arriver à ce jour du 29 octobre 1965. Il a rendez-vous avec des connaissances du côté de Chez Lippe, le restaurant Chez Lippe, où il doit déjeuner. Il doit convenir des modalités d'un documentaire sur sa personne. Et en fait, c'est un traquenard, puisque non loin de Chez Lippe, à quelques mètres, il est appréhendé par des policiers français. Et il disparaît. C'est là que vous allez nous donner les détails. Oui, on a un peu surestimé cette histoire de projet de film. En réalité, il vient à Paris parce qu'il a rendez-vous à l'Élysée et donc il cherche encore à peut-être entrer dans un gouvernement, disons, d'union nationale au Maroc. Il ne sait pas très bien si c'est un piège ou non. Donc il vient à Paris et il y a deux équipes que le Maroc a mises en place. Une équipe de truands français qui donc essaye de lui mettre la main dessus. Et en parallèle, sans que les deux équipes se parlent, le Mossad, qui sont donc les ultra-pros. Là, pour la 5e fois, les truands essayent de l'enlever. 4 fois, ça a échoué, d'où une grande improvisation aussi du côté marocain. Il n'y croit plus du tout, mais cette fois-ci, ça réussit. Et il est donc enlevé et emmené à Fontenay-le-Vicomte, en banlieue parisienne. Et c'est là que finalement, il devient prisonnier et les Marocains, un peu surpris, pris de court, se trouvent avec un prisonnier sur les bras qu'ils veulent tuer. Ils ne savent pas comment et comment faire disparaître le corps. Et là, ils font appel d'urgence au Mossad, qui est déjà dans la boucle depuis 5 mois, et le Mossad se déploie. Ahmed Limi, le numéro 2 de la Sûreté nationale marocaine, vient à Paris, il passe 48 heures à Paris, dont 5 en réunion avec le Mossad, donc c'est vraiment le Mossad qui tient en lisière l'assassin, et l'assassin de Ben Barka n'est pas le général Oufkir, qui par la suite va être condamné à vie, c'est son numéro 2, et il le tue en le noyant dans une baignoire, et en prenant après une photo Polaroid qui fait envoyer au roi. Alors, il faut établir dans cette affaire les responsabilités. Qui fait quoi? Parce que je vous ai annoncé et j'ai dit, il y a les services français, il y a les services secrets israéliens, le Mossad, vous l'avez cité, et puis il y a les services ou les hommes du roi du Maroc et également des gangsters français. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est simple à résumer. Qui fait quoi? Il y a un crime d'État au pluriel. 3 États, le Maroc commanditaire du crime, la France qui laisse faire avant et après les crimes. Et c'est là que c'est intéressant. Ce n'est pas les services secrets, à l'époque le SDEC, aujourd'hui la DGSE, qui est vraiment impliqué. En réalité, c'est une filière de police parallèle et officielle gaulliste. Ça part d'une barbouze, Maître Le Marchand, et ça monte jusqu'au Premier ministre
Georges Pompidou, et le président de Gaulle ne peut pas sanctionner les barons de son régime. Donc il pique une colère homérique, mais finalement, il doit s'en prendre au Maroc, déclencher une crise diplomatique, parce qu'il ne peut pas sanctionner les vrais responsables qui avaient placé sur écoute les truands, qui savaient très bien ce qui se préparait. Et lorsque les truands se réfugient au Maroc, il y a une cogestion franco-marocaine pendant des années en secret pour étouffer le scandale. Troisième État impliqué, le Mossad, qui dès mars 1965, donc 6 mois avant le crime, entre dans une opération Eterna qui au début est uniquement pour repérer quelqu'un qui parcourt le monde, pas facile à l'époque sans l'internet et le téléphone mobile, et qui par la suite devient l'auxiliaire du crime, mais notamment qui fait disparaître le corps. Ils achètent les pelles, ils achètent le poison, ils fournissent la soude caustique ils fournissent même les pinces pour enlever les dents au cadavre. Donc c'est assez morbide, c'est très détaillé, mais le Mossad ne touche jamais le corps de Ben Barka, c'est vraiment en appui. Plusieurs questions. Le général de Gaulle a dit longtemps, et on l'a cru, qu'il n'était pas au courant de cette opération et que c'était Pompidou qui avait mal géré l'affaire. Alors, est-ce que vous vous êtes fait une conviction là-dessus? Oui, et il faut vraiment souligner que nous ne nous fondons pas sur des témoignages ou sur des pistes ou des vraisemblances. Nous avons sur chaque affirmation un document écrit, et notamment, mais pas exclusivement, mais notamment les messages de services du Mossad qui ont été écrits en temps réel, donc ils ne sont pas a posteriori, et qui n'étaient jamais destinés à un public qu'on cherchait à manipuler, mais qui étaient des notes de service d'une antenne du Mossad vers le quartier général. Donc on a tous ces preuves. Ce qui veut dire que De Gaulle savait. Pour vous, De Gaulle savait. De Gaulle savait, mais il ne savait pas l'implication israélienne. Il savait très bien ce qui s'était passé du côté français, et il ne peut pas sévir. Et c'est finalement Jacques Foccart, le plus proche, le plus fidèle, qui lui dit, il voulait limoger Frey, et si Frey tombait, Pompidou tombait aussi. C'est les deux qui avaient placé sur écoute les truands, qui étaient au courant. Et donc là, Foccart lui dit, souvenez-vous, qui vous a sorti du désert, qui vous a mis sur le pavois, vous ne pouvez pas sanctionner vos plus fidèles. Et donc là, De Gaulle fait une sorte de déviation. Il s'en prend au SDEC, qui est à l'époque pas un bastion gaulliste et facile à sanctionner. Ensuite, le Mossad. Alors, je sais que les théories du complot mettent le Mossad à toutes les sauces, mais là, il est bien présent. Quel type de retour d'ascenseur le Mossad fournit au Maroc? Pourquoi il est dans le coup? C'est un retour sur investissement. En septembre 65, le Hassan II permet au Mossad d'écouter, de mettre sur écoute un sommet à Casablanca, sommet arabe. Et c'est là que les Israéliens apprennent l'impréparation du monde arabe. Et 21 mois plus tard, ils déclenchent la guerre des 6 jours et gagnent sur la base de ces informations. Donc, d'un point de vue Mossad, toute éthique mise à part, c'est un très très bon marché, et ils sont au départ impliqués comme purement logistique, et finalement ça devient opérationnel parce que là ils doivent. Et c'est intéressant parce que si vous pensez à la prolongation, à l'actualité, outre l'enquête judiciaire qui est toujours en cours, donc là nous parlons, et à Paris il y a une juge d'instruction qui cherche l'assassin de Ben Barka. Et qui va vous convoquer? Possiblement, mais qui peut lire le récit de l'assassin quelques heures après le forfait. Et donc l'actualité, c'est que quand vous regardez l'affaire Pegasus, c'est à nouveau une triangulaire. Le Maroc reçoit le spyware Pegasus, donc il peut écouter français. Donc dans le dos des Français, la collaboration maroco-israélienne est durablement à son détriment. La géopolitique est têtue et reproduit certains rapports de force et certaines collaborations. C'est ce que vous nous dites, Stephen Smith, qui publiait l'affaire Ben Barka avec Ronen Bergman, la fin des secrets. On n'a pas parlé de la CIA et des États-Unis. Ils sont nécessairement au courant? Ils laissent faire? Je ne crois pas, parce que normalement, le Mossad n'intervient pas lorsque la CIA intervient dans ces années-là, et donc ça c'est pareil, ils suivent et ils connaissent Ben Barka, ils ont constaté qu'il est dans la tricontinentale, qu'il est donc en train d'allumer des foyers révolutionnaires aussi en Amérique latine, ils suivent ça de très très près, mais ils laissent la main sur le Mossad.
Alors, comment vous avez travaillé? Et surtout, qui a tué Ben Barka? On sait maintenant exactement comment il a été tué, qui l'a tué. Est-ce qu'on a fait du corps aussi? Oui, on n'a pas le corps parce que le corps a été enterré à 15 km de la villa de là où il a été tué. Et à l'époque, il n'y avait pas de géolocalisation. Comme je vous ai dit, on a enlevé les dents, on l'a couvert de soude caustique, donc avec la première pluie. Aujourd'hui, si on savait exactement où il a été enterré, ce qui n'est pas le cas, on pourrait trouver des traces ADN. Pour la famille, c'est terrible, c'est tragique. Il n'y a pas un lieu où on peut se recueillir. Mais pour la manifestation de la vérité, 60 ans plus tard, le corps n'est plus un enjeu. Maintenant, toutes les autres grandes questions concernant cette affaire sont résolues. C'est maintenant à la justice en France de voir si sur la base de tous les documents appuyés, ils veulent, c'est-à-dire la juge d'instruction, veut clore le dossier ou non. Je pense matériellement, le dossier est clos. Est-ce qu'il existe encore des protagonistes vivants de cette affaire? Non, pas tellement. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, pas vraiment. Par exemple, l'agent vedette du Mossad est mort. Il s'appelait Rafi Eitan. Ce qui est important, c'est de voir en Israël. Vous voyez, c'est un scandale d'État étouffé. Il y a eu une commission d'enquête. Il y a eu tous ces documents que nous avons récupérés. Je vous donne un exemple. Le premier ministre Eshkol s'est enfermé dans son bureau. Il pensait que le chef du Mossad allait le tuer. Il a tapé à deux doigts son testament politique, sa version de l'affaire Ben Barka. Il a fait contresigné, il a corrigé à la marge, c'est une pièce unique, nous l'avons. C'est aussi pour dire que l'enjeu en Israël, la sécurité d'État étant ce qu'elle est, et les lois aussi, nous avons mis tout ce que nous pouvons dire dans le livre. On ne pourra pas dire davantage puisque nous devons protéger nos sources. Comment cet trésor de documents nous est parvenu, nous ne pouvons pas le détailler. On donne tout ce qu'on peut donner dans une préface pour que le lecteur soit honoré dans le contrat de confiance qui est chaque livre. Est-ce que cette affaire embarrasse encore les États qui étaient impliqués à l'époque ou finalement une page est tournée? Non, je pense que ça embarrasse encore à cause de l'actualité, non seulement judiciaire, mais comme vous voyez la triangulaire dont je parlais entre la France, le Maroc et Israël. Aujourd'hui, les relations entre Israël et le Maroc après les accords d'Abraham sont ouvertes, c'était longtemps caché, mais il y a aussi en France aujourd'hui une vraie révision à faire. C'est donc véritablement le cœur du gaullisme qui était impliqué dans l'affaire Ben Barka. C'était pas un agent perdu ou un honorable correspondant à Orly. C'est donc, ça va jusqu'à la primature et donc il y a toute cette filière-là, et je pense que ça a des répercussions politiques d'actualité. Dernière question, Stephen Smith, vous l'avez dit, l'instruction est encore ouverte, le petit-fils de Ben Barka demande toujours justice. C'est le fils. Le fils, pardon. Est-ce qu'il a des chances de voir enfin le dossier se refermer et la vérité judiciaire établie? Pour l'instant, il s'y refuse, et ça se comprend peut-être. Il avait 15 ans quand son père a été tué, et il s'accroche en quelque sorte à toutes les hypothèses, et il reproche aux chercheurs, y compris à René et moi, qu'on avait parlé d'autres pistes auparavant, comme si chercher n'était pas la bonne façon de faire. Finalement, on a trouvé. Aujourd'hui, il dit, vous avez eu d'autres versions avant. Il emploie des mots que même le deuil n'excuse pas. Un enfumage. Je pense qu'il y a un mur de silence qui s'est créé. Maintenant, une brèche est ouverte. Et certains militants ont quelques difficultés à laisser partir le martyr Ben Barka, à se rendre compte que ce mur de silence n'est pas un mur de lamentation, il tombe, et tant mieux pour la vérité. Est-ce que Ben Barka était un héros ? D'une certaine façon, il était quelqu'un qui inspirait, une icône. Nous avons fait le silence sur la vie privée, donc on n'a certainement pas sali Ben Barka, mais il en sort moins grandi parce qu'il a cette vue complotiste. Il se compromet de partout, il court après tous les services secrets, pas seulement la STB qui finalement le recrute. Il veut entrer en contact avec le KGB, il travaille pour le KGB ponctuellement, et donc c'est vraiment une figure beaucoup plus ambivalente, mais ça le rend finalement plus vrai. Il a cherché dans un champ des possibles ce qu'il pouvait faire pour arriver à ses fins, pas toujours avec les moyens qu'à posteriori on trouverait les plus salutaires. Stephen Smith, merci d'avoir éclairé nos auditeurs sur cette affaire d'État et ses derniers développements, ses derniers secrets, l'affaire Ben Barka. La fin des secrets, ça paraît chez Grasset, c'est absolument passionnant et tragique à la fois. C'est co-signé avec votre confrère Ronen Bergman. Vous lisez le bouquin et puis si vous avez envie avant cela d'avoir un aperçu d'une demi-heure, je vous recommande le podcast de Radio Classique. Franck Ferrand a consacré un dossier de l'histoire à cette affaire. Stephen Smith, à bientôt et merci infiniment.